Chapitre 3. Application des lois de Newton à l'étude de quelques mouvements dans un champ uniforme. À la fin de ce chapitre, l'apprenant devrait comprendre les caractéristiques cinématiques d'un mouvement, définir un mouvement rectiligne uniformément varié, donner les caractéristiques de ce mouvement, citer les applications de déflexion électrique, expliquer le principe du fonctionnement d'un oscilloscope. Bon apprentissage. Dans ce chapitre, le chapitre précédent, on a vu les lois de Newton. Nous avons ensemble analysé et compris de quoi était question dans les lois de Newton. Maintenant, alors, nous allons appliquer pas à pas. Petit 1. Application au mouvement rectiligne 1.1. Solide en mouvement sur le plan horizontal. Là, on prend un exemple d'application. Sur un solide se déplace sur une piste horizontale. Sa vitesse passe de 0 à 10 mètres par seconde. Le temps entre 5 et on donne le temps qui est égal à 5 secondes. Et la masse qui est égale à 1 kg. Petit 1. En l'absence de tout frottement, donner la force de traction et calculer son travail au terme de la vitesse parcourue. Petit 2. La vitesse est égale à 10 mètres par seconde étant maintenue. L'ensemble des forces de frottement opposées au déplacement est F égale à 150 newtons. 2.1. Déterminer la nouvelle force de traction, maintenant avec le frottement. 2.2. Déterminer la durée du trajet se faisant sur 1 km. 2.3. Déterminer le travail de toutes les forces appliquées au solide. Petit 3. Le solide aborde une dernière phase, ralentit et s'arrête complètement après 200 mètres. 3.1. Donne son accélération. 3.2. Donne la force de freinage. 3.3. Donne la distance, la durée de la phase. Donc, dans cet exercice, la première partie, on travaille sans force de frottement. La seconde partie, on travaille avec les forces de frottement. La troisième partie, on travaille avec son accélérateur. Donc, allons-y à la résolution de ce problème. Ok. Le système analysé est le solide. Le référentiel est terrestre, donc galiléen. La représentation, nous allons la voir à la suite des explications. La force de traction. Donc, sans frottement, on a la somme des forces extérieures est égale à MA. Donc, sur la réaction du support, le poids et la force de traction est égal à MA. Or, V est égal à l'accélération fois le temps plus la vitesse initiale. Ce qui entraîne à l'accélération d'être V moins V0 sur T. Or, V0 est égal à 0. Donc, on a A qui est égal à V sur T. Ainsi, en appliquant sur notre relation, on retrouve F qui est égal à M fois V sur T. D'où la force de traction est égale à 2 newtons. Quant au travail, par définition, le travail est égal à la force fois le déplacement. Et le déplacement, ici, c'est la distance parcourue par la force. Donc, le travail de la force est égal à Fx. Or, x est égal à 1 demi de at carré, selon les équations de mouvement. Et a qui est égal à v sur t. Donc, on retrouve alors x est égal à 1 demi de vt. D'où l'expression du travail de la force qui est égal à 1 demi. La force fois, donc le déplacement qui est 1 demi de vt fois la force. Donc les 2 newtons que nous avons trouvés au niveau de la force fois la vitesse et le temps pris. On trouve alors le travail qui est égal à 50 joules. Et là, alors, c'est la représentation. On a le poids, on a la réaction du support et on a la force de frottement et la réaction normale. Pourquoi la réaction se trouve ici ou l'être ici? Parce que au départ, on n'a pas de force de frottement. La réaction était là. La force de traction est là. Maintenant, comme on a une force de frottement, la réaction est égale à
à l'addition vectorielle de la force de frottement plus la réaction normale. Donc on la représente par là. 2. Appliquons alors le théorème de l'énergie cinétique pour retrouver la force de traction, la nouvelle force de traction. On a 1 dm de mv carré, mv final, moins 1 dm de mv initial, hein, qui est égal à la somme des travaux des forces extérieures. Donc l'énergie cinétique est égale, la variation de l'énergie cinétique est égale à la somme des travaux des forces extérieures. Et comme V initial est égal à V final, on retrouve moins F fois la distance fois AB. Donc la force de frottement fois la distance parcourue plus la force de traction fois la distance parcourue est égale à 0. Et on obtient grand F, dont la force de traction est égale à la force de frottement qui est égale à 150 newtons. Et là, on peut déduire de manière relative le temps pris, soit la distance sur, soit t est égal à la distance sur la vitesse, parce que v est égal à d sur t. Donc on peut tirer t qui est égal à d, la distance sur la vitesse qui est égal à 100 secondes. De même, on calcule les travaux des forces extérieures. Le travail de la force est égal à F fois la distance AB, qui est égal à 1,5 fois 10 expo 5 joules. Et comme le travail de la force de traction est opposé au travail de la force de frottement, on retrouve aussi moins 1,5 fois 10 expo 5 joules. Le travail de la réaction est nul parce que elle est perpendiculaire au mouvement, et aussi que le travail du poids aussi nul. Grand 3. Voici la nouvelle représentation de notre réaction. Parce que là, on a encore annulé la force de frottement. Et là, on peut définir et là, on veut calculer l'accélération. Et là, on prend la variation V final au carré moins V initial au carré est égal à 2A delta x. Delta x étant la distance parcourue. Soit A qui est égal à V final au carré moins V initial au carré sur 2 fois la variation de la distance. On retrouve moins 0,25 mètres par seconde au carré. Maintenant, calculons la nouvelle force F'. On a somme des forces extérieures est égale à MA, soit moins F qui est égal à MA. Et on retrouve F' qui est égal à 0,25 newton. Et en 3, on peut déduire le temps en disant le temps est égal à V final moins V initial sur l'accélération. Parce que la vitesse qui est égale à AT plus V0. Et en application numérique, on trouve 40 secondes. Ok, une autre application du théorème des lois de Newton. Mouvement d'un solide sur le plan incliné. Un mobile lancé à la vitesse 20 mètres par seconde à bord d'un plan incliné à 10%. Un détermine l'accélération, de donner la distance parcourue avant l'arrêt. Pour donner la durée du parcours, on donne la masse solide qui est à 500 kg. Résolution. Le système étudié est le solide. Le référentiel est terrestre, donc galiléen. La représentante du système est telle que nous la voyons là. Parce que là, on a l'angle alpha, on a le solide sur l'angle et on a la pente. Et là, on a le poids, la réaction du support. Voilà. Déterminons alors maintenant l'accélération. D'après le théorème de centre d'inertie, on a somme des forces extérieures est égale à MA, ce qui entraîne le poids plus la réaction est égal à MA. En projetant sur les axes Y', Y et X', on retrouve P de X égale à mg sinus alpha, soit A est égal à moins g sinus alpha, et A est égal à moins 1 mètre par seconde carré. Et le mouvement est rectiligne uniformément retardé. Quant à la variation de la distance, on a
delta x qui est égal à v final au carré moins v initial au carré sur 2 fois l'accélération. Ainsi, on a déjà x égale à 20, 200 mètres carrés, 200 mètres. Et la vitesse, quant à elle, nous permet de trouver, en définissant la vitesse, on peut retrouver de manière classique le temps, qui est égal à v moins v0 sur a, soit t égale à 20 secondes. Cette illustration, vous l'avez rencontrée au chapitre 1, au chapitre 2, lorsqu'on présentait les théorèmes de la loi de Newton. Donc là, elle n'est plus. Et là, au chapitre précédent, il y a eu beaucoup d'explications. Donc là, c'est justement une manière visible de voir ce qu'on vient de traiter comme exercice. Un 3. Mouvement d'une chute libre. On appelle chute libre le mouvement d'un corps soumis à la seule action de son poids. Notez bien, ce mouvement n'est pas toujours vertical. Exercice. Une bille de masse MA est lâchée sans vitesse initiale d'une hauteur h prise comme référence. Établit les équations paramétriques du mouvement de cette bille. Déduit son équation horaire. Calcule le temps mis pour son parcours. Calcule sa vitesse pour son arrivée au sol. Dans l'application numérique, on a M égale à 200 grammes, G égale à 10 newtons par kilogramme et H égale à 3 mètres. Voilà. Ce qu'on appelle une chute libre. Donc, regardez de manière classique ce qu'on appelle. Maintenant, alors, résolvons notre problème. Dans la chute libre, le solide est soumis à une seule force, son poids et son poids. Et là, on a la pesanteur. Et là, on a le repère Y' au Y, orienté du haut vers le bas. Avant d'arriver à son équation paramétrique, le système étudié est un solide. Le référentiel est terrestre, donc galiléen. Représentation, nous l'avions vu sous forme graphique et sous forme d'animation. La somme des forces extérieures est égale à MA. L'appel théorème du centre d'inertie. Donc l'unique force qui s'exerce sur le système choisi est le poids du solide, soit P qui est égal à MA. Ce qui nous permet d'écrire A vectoriel est égal à G vectoriel. Et en projetant sur les axes X', X et Y', on a A de X égale à 0, A de Y égale à G. Donc V de 0 est égal à V0 de X et V0 de Y, soit V de X égale à 0 et V égale à JT. Et son équation paramétrique est sous la forme de X égale à 0 et Y égale à 1 demi de JT carré. Ok. D'autres applications des mouvements plans. 2.1. Mouvement d'un projectile dans le plan de pesanteur. Soit un projectile S de masse M est lancé dans le plan de pesanteur à partir d'un point O, considéré comme origine des espaces avec pour vitesse initiale V0. Voici la vitesse initiale, voici l'angle avec lequel on lance le projectile. Et là, on retrouve la flèche et là, la portée. Voilà. Ok, visualisons de manière graphique alors cette animation. Là, on voit que pendant que la vitesse, quand on fait varier la vitesse, on fait aussi varier la portée et la flèche. Maintenant alors, allons varier l'angle. Quand on varie l'angle, on voit aussi que la portée et la flèche varient. Donc, à travers cette animation, on comprend bien le mouvement d'un projectile sur le plan uniforme. Ok, ça c'était
pour visualiser notre concept. On appelle portée l'abscisse X de P d'un projectile. Le point P d'ordonnée nulle, c'est le point de chute du projectile. Maintenant, alors, on appelle flèche la hauteur maximale atteinte par le projectile. Donc, l'abscisse, c'est lorsque le projectile revient toucher le sol. Et la flèche, c'est la hauteur maximale du projectile. Petit 1. Déterminer les équations horaires de la trajectoire de ce projectile. Petit 2. Calculer la portée et la flèche du projectile. On a le système étudié est le solide, référentiel est terrestre. Représentation. D'après le théorème du centre d'inertie, dans la somme des forces extérieures égale à MA, soit le poids est égal à MA de manière vectorielle. Et on a A qui est l'accélérateur qui est égal à la pesanteur de manière vectorielle. Maintenant, alors projetons sur l'axe X', sur l'axe Y', tel que nous voyons cela. Voici sur l'axe X', sur l'axe Y'. On projette alors le poids qui est égal à la pesanteur. Déjà, on remarque que le poids et la pesanteur ont le même sens. Et on peut dire que A de X est égal à 0, A de Y est égal à moins J. V de 0 est égal à, lorsque on sait pour le projectile de V de 0 sur l'axe de V, sur l'axe de X', on voit que V0 de X égale à V0 cosinus alpha. Parce que le cosinus, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Or, V0 est sur le côté adjacent. Et V de Y aussi est sur le côté opposé à l'angle alpha. Parce que V de Y est sur le côté opposé. Et c'est V de Y qui est égal à V0 de Y égale à V0 sinus alpha. Ok. Et là, on continue. V de X égale à V0 cosinus alpha. Et V de Y égale à moins GT plus V0 sinus alpha. Pourquoi? Parce que déjà ici, on a G de T qui est là, qui descend. Et on a aussi V0 de Y. Donc toutes les forces qui sont sur cet axe, X', Y' et OY, on les projette, on les voit. Voilà, on retrouve V0 de Y. Et on retrouve aussi GT de Y. Voilà. Maintenant alors, on peut définir de manière classique que l'équation du mouvement est égale à X égale à V0 de T cos alpha et Y égale à 1 demi de G T carré plus V0 T sinus alpha. Voilà. Donc il faut bien voir cette expression là. Elle est très importante pour la suite. Déterminer l'équation de la trajectoire. Là, on remplace le temps dans l'équation horaire. Donc, à travers la première expression, on prend T égale à X sur V0 cos alpha. Et que lorsqu'on essaie dans la deuxième équation, on retrouve Y égale à moins 1 demi de G de V0 au carré cos alpha au carré X carré plus V0 X sur V0 cos alpha sinus alpha, ce qui nous donne finalement Y est égal à 1 demi de G sur V0 au carré cos carré alpha X carré plus X tangente alpha. Voilà. Ce sont des expressions très complexes, mais il faudrait bien les comprendre. Maintenant, calculons la flèche et la portée. La flèche correspond à l'ordonnée nulle. Donc la flèche, c'est lorsque la balle vient toucher la portée, c'est lorsque la balle vient toucher le sol. Et quand la balle touche le sol, nous sommes au point 0. Ainsi, on a Y égale à 0.
quand égal à 0, sur l'équation, dans cette équation, quand y égal à 0, on retrouve la portée. Et on y va. 0 égale à 1 moins 1 demi de GV0 carré cos carré alpha plus x. Et là, on retrouve exactement que x égale à V0 au carré sinus alpha sinus 2 alpha sur G. On retiendra que la portée est égale à V0 carré sinus 2 alpha sur G. Voilà. Maintenant, alors, calculons la flèche. La flèche, c'est lorsque la balle atteint sa hauteur la plus maximale. Donc, à la flèche, la trajectoire étant parabolique, l'abscisse de la flèche est égale à la moitié de celle de la portée. Soit x de f de la flèche est égal à V0 sinus 2 alpha sur 2G. Nous remplaçons cette expression dans l'équation de trajectoire. Et on retrouve la flèche qui est égale à V0 au carré sur 2G sinus alpha carré. Autre méthode. On sait que lorsque la vitesse est maximale, lorsque la hauteur est maximale, la vitesse est nulle. Et là, on peut encore trouver l'équation de la portée. Et on retrouve en faisant des dérivés, ce qui nous permet d'obtenir l'abscisse de la flèche puis son nom donné. Le son de cette démonstration est laissé aux apprenants. Voilà. Ok. Maintenant, alors, mouvement d'une particule chargée dans un champ électrostatique uniforme. On considère un champ électrostatique uniforme produit par deux plaques parallèles A et B. Entre elles, il est établi une différence de potentiel VA moins VB constante. Une particule de charge Q lancée d'un point 0 dans le champ avec une vitesse V0 est soumise à la force électrostatique F qui est égale à QE. Le poids de la charge est négligeable devant la force électrostatique. De manière visuelle, voici la charge qui est, voici les deux armatures A et B. Et là, on a un différentiel, on a la différence de potentiel. V0 est perpendiculaire aux deux plaques. Écrivons l'équation paramétrique du mouvement. On a la particule chargée, c'est elle qui fait le mouvement. Le référentiel est terrestre, donc galiléen. Représentation, la voici. Et le système, d'après le théorème du centre d'inertie, la somme des forces extérieures égale à MA. Or, la seule force, c'est la force électrostatique. Parce que le point est négligeable devant la force électrostatique. Le poids de la charge est très négligeable devant la force électrostatique. Et on a QE égale à MA vectoriel. Soit A vectoriel est égal à QM sur QM fois le vecteur champ électrostatique E. En pointant sur l'axe X' OX, sur l'axe Y' OY, on retrouve A de X égale à QM fois E et A de Y égale à 0. Ainsi, V0 est égal à V0 vectoriel en pointant sur l'axe X' et sur l'axe Y'. On retrouve encore V0 qui est égal à 0 et V0Y égale à 0. Et on retrouve finalement l'équation paramétrique du mouvement OM qui est égal à 1 demi de QE sur M t carré plus V0t et Y égale à CV0. Et ainsi, le mouvement s'effectue suivant l'axe OX et le mouvement est rectiligne uniformément varié. Voilà. Ok. Dans le premier cas, V0 était perpendiculaire aux deux plaques. Mais dans le deuxième cas, V0 est parallèle aux deux plaques.
à ce V0 qui est parallèle aux deux plaques. Maintenant, alors, comme la charge est positive, elle va aller du point, donc elle va s'attirer vers la matrice négative. Et on aura encore les projections sur les axes O, X, sur les axes O, Y. Voilà. On a la vitesse initiale V0 est horizontale et à l'instant t égale 0, la particule de charge positive entre au point 0. Écrivons les équations paramétriques du mouvement et déduire l'équation de la trajectoire, puis calculer la déflexion ou déviation linéaire, c'est-à-dire l'ordonnée de la tâche sur l'écran. Donc l'ordonnée de la tâche sur l'écran, ici. Là, on entre avec une vitesse de V0 au point 0 de coordonnées 0, 0. Résolution. Système étudié, la particule chargée. Référentiel et terrestre. Représentation, la voici. Il est très important de bien comprendre cette représentation. Voilà. On a le vecteur accélérateur, parce que d'après le théorème du centre d'inertie, somme des forces extérieures est égale à ma. Or, n'ayant pour seule force que la force électrique, on obtient l'accélérateur qui est égal à Qm fois le vecteur champ électrostatique. Ainsi, on a A de x égale à 0, A de y égale à Qme, V0 de x égale à 0, V0 de y égale à 0, V de x égale à V0 et V de y égale à Qm fois ET. Voilà. Et là, alors, comme le vecteur OM est la dérivée, le vecteur OM est l'intégrale du vecteur V, on retrouve alors x égale à V0 de t et V et y égale à 1 demi de QEM fois t carré. Et ainsi, l'équation de la trajectoire est égale à x égale à V0t et t qui donne x sur V0, soit y égale à 1 demi QE x carré sur m V0 au carré. Voilà. Grand 2. Maintenant, alors, allons déterminer à quel point on aura la tâche sur l'écran. À la sortie des armatures, nous sommes au point P, c'est-à-dire x égale à L et y égale à HP. Donc x égale L, x égale L et y égale P. Y égale P. Voilà. Et pour trouver l'ordonnée M de l'impact sur l'écran, on utilise ces triangles IOM et IPH, soit les triangles IO M et IPH. Ce sont les deux triangles là vont nous permettre de trouver la tâche sur l'écran. Voilà. Ainsi on pose. Tan alpha est égal à PH sur IH est égal à O'M sur IO. Ce qui nous permet de dire et d'écrire que O'M est égal à HP. Soit O'M est égal à HP fois OM sur HI. Au final alors, on a O'M est égal à 1 demi de QE L au carré fois grand L moins petit l sur 2, le tout sur M V0 au carré sur 2. Au final alors, O'M est égal à facteur de grand L moins petit l sur 2 fois QEL sur MV0
au carré. Voilà. J'espère qu'à la fin de ce chapitre, tout le monde a pu comprendre comment fonctionne la cinématique d'un mouvement. On a vu au niveau du plan horizontal, au niveau du plan incliné, comment on a pu définir les mouvements rectilignes uniformément variés. On a vu les équations paramétriques et les équations horaires. Ensemble, nous avons défini les caractéristiques des différents mouvements. Et enfin, on a cité les applications de déflexion. Lorsque V0 est parallèle aux plaques, lorsque V0 est perpendiculaire aux plaques. Et enfin, on a étudié le principe de l'oscilloscope. Comment retrouver la tâche sur l'écran. Chers apprenants, beaucoup de courage et bon apprentissage.